Bonjour à tous. Bon, à mesure exceptionnelle, pratique exceptionnelle. Donc, on avait fini notre programme d'histoire géo, mais c'est pas grave, on va quand même faire un petit point en travaillant sur le journal d'Anne Frank, puisque ça rejoint un petit peu ce qu'on faisait avec la Seconde Guerre mondiale, et en même temps, ce sera une séquence croisée avec le français, puisqu'on va voir un petit peu tout ce qui est écriture autobiographique, et notre CCF portera sur le journal d'Anne Frank. Alors, je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont déjà étudié au collège, c'est normalement quelque chose qui revient assez souvent dans les programmes, mais pour ceux qui ne la connaissent pas du tout, je fais cette petite vidéo, comme ça on défriche un petit peu le terrain. Alors, Anne Frank, c'est une petite fille juive qui naît en Allemagne en 1929. Pour rappel, 1929 c'était l'année de la grande crise de Wall Street. Donc là vous avez son papa, elle a une grande sœur, et la voici ici toute bébé. Alors, elle a une enfance relativement agréable, hein. Elle a son papa qui s'appelle Otto, sa sœur qui s'appelle Edith, sa grande sœur qui s'appelle Margot, et elle qui est ici. Il y a une BD qui est très bien faite justement sur Anne Frank que je vous recommande si vous arrivez à la trouver, mais en ce moment c'est un peu compliqué. Donc à la fois sa mère est discrète et réservée, à la fois Anne elle est plutôt une petite fille vive, enjouée, elle bouge beaucoup, alors que sa sœur est un petit peu plus sage. Anne est très très proche de son papa. Malheureusement, comme on l'avait vu justement en classe avant, on sait que le parti nazi remporte les élections en 1930 et Adolf Hitler arrive au pouvoir et dirige l'Allemagne. On sait qu'aussitôt la vie pour les Francs elle va changer radicalement, vu qu'ils sont juifs, ça pose quelques problèmes. Le père, qui est un papa qui possède une usine, décide du coup de partir parce qu'il sent que le vent est en train de tourner et que les nazis confisquent de plus en plus de choses aux juifs et leur enlèvent des droits. Donc dans un premier temps, ils vont décider de quitter l'Allemagne pour aller en France, puis après, pour les Pays-Bas, ils vont aller se réfugier à Amsterdam. Alors, ils font ça en 1933. Anne Frank, à ce moment-là, elle est encore petite, elle n'a que 5 ans. Alors, elle s'adapte vraiment très très bien à la vie en Hollande, hein. Elle a plein d'amis, elle va à l'école, elle pose plein de questions, elle a les mêmes occupations que les autres Hollandais, on sait qu'elle fait beaucoup de vélo, elle fait du ping-pong, elle a un chat, etc. Elle va chez le glacier, enfin elle a vraiment une vie normale. Le problème c'est que on sait que l'Allemagne gagne du terrain. Hitler continue à faire passer des lois anti-juives de plus en plus. Alors concrètement, des lois anti-juives, par quoi ça se traduit? On sait que c'est la création d'un fichier juif, c'est-à-dire qu'il est obligatoire qu'il soit écrit sur votre carte d'identité que vous êtes juif. C'est pas de la famille d'Anne Frank, mais c'est un exemple que j'ai trouvé sur internet. On voit que certains restaurants sont interdits aux juifs, donc là c'est très élégant, interdit aux chiens et aux juifs. Les espaces publics comme les parcs à jeux sont interdits aux juifs également, mais surtout on leur impose de porter une étoile jaune qu'ils doivent coudre sur leurs vêtements, pour bien les identifier en tant que juifs. Alors, ce qu'ils ont fui finalement en Allemagne, les Francs ils le retrouvent à Amsterdam, ils ne peuvent plus être fonctionnaires, c'est-à-dire que les juifs ne peuvent plus être profs, ils ne peuvent plus travailler dans les mairies, etc. Et les commerces sont confisqués. Anne Frank et sa sœur doivent désormais fréquenter qu'une école juive, ils n'ont plus le droit d'aller dans les écoles publiques normales. Les parents essayent de rassurer leur fille justement en cherchant un moyen de quitter le pays, mais ils se rendent compte assez vite que c'est trop tard. Donc ça rejoint l'étoile jaune que je viens de vous dire. Donc ils n'ont plus le droit de fréquenter les lieux publics, comme par exemple les piscines, les cinémas. Ils sont obligés de, à la rigueur, marcher dans la rue, mais c'est à peu près tout ce qu'ils ont le droit de faire. Ils ont même un couvre-feu, par exemple, ils ont le droit d'aller dans des magasins, dans les commerces, qu'entre 13h et 17h. Sinon ils n'ont pas le droit. Alors, en juin 1942, Anne Frank fête ses 13 ans à Amsterdam. Son père lui offre un cahier sur lequel elle décide de rédiger son journal intime. C'est vraiment la révélation de sa vie. C'est-à-dire, elle décide vraiment de coucher tout ce qui lui arrive. Elle a commencé son journal avant de devoir se cacher, mais vraiment pas longtemps avant, on parle de 2-3 semaines. Là c'est des extraits du vrai journal qui est toujours observable quand vous allez visiter le musée, où on voit dedans qu'elle couche des lignes et des lignes et des lignes de sa vie. Là, c'est une photo d'Anne Frank de l'époque. Elle a beau être bavarde comme une pie, elle s'aperçoit qu'elle arrive à écrire des tas de choses qu'elle n'a jamais réussi à dire à personne. Alors, il est très important de savoir que dans ce journal, elle s'adresse à une personne imaginaire qui s'appelle Kitty, une sorte de meilleure amie qu'elle n'a pas, vu qu'elle n'a plus le droit de faire grand-chose. Donc, tout le long du journal, vous allez voir écrit « Chère Kitty », c'est une personne qui n'existe pas, elle parle vraiment à son journal. L'élément déclencheur qui fait que les Francs vont devoir se cacher,
C'est parce que Margot Frank, la grande sœur d'Anne, est convoquée par les nazis pour être envoyée dans un camp de travail en Allemagne, parce qu'elle a 16 ans, et qu'à partir de 16 ans, on pouvait réquisitionner n'importe qui pour les envoyer travailler dans les usines allemandes. À ce moment-là, les Frank refusent catégoriquement que leur fille aînée parte, donc ils décident de prendre des affaires, le maximum qu'ils pouvaient mettre dans un cartable, parce qu'il fallait surtout pas qu'on les voie avec des valises. Ils mettent ce qu'ils peuvent, ils s'habillent le maximum, ils mettent plusieurs vêtements, plusieurs couches pour porter le maximum de vêtements sur eux, tout ce qu'ils peuvent dans un petit cartable, et ils vont se réfugier dans un endroit que le père avait déjà prévu depuis longtemps. Allez, hop, cet endroit, justement, c'est cette maison-là, qui va se surnommer l'annexe. En fait, c'est derrière le bureau du père, où il y avait une petite maison qu'il a cachée. Elle fait à peu près 50 mètres carrés. C'est justement transformé en petit appartement pour pouvoir y cacher sa famille, justement. Et également l'associé juif du papa, qui est de la famille Hermann. Hop. Alors, les Frank au début sont que 4, le papa, la maman et les 2 sœurs, mais par la suite, il va y avoir une autre famille qui va les rejoindre. Ils sont là, c'est la famille Van Peel, avec pareil le papa, la maman et le fils Van Peel. Et par la suite, à partir de novembre 42, un autre homme va les rejoindre, il est dentiste et il s'appelle Fritz Pefeu. Alors mon hollandais n'est pas terrible, hein. Et il va devoir partager sa chambre avec Anne. Donc, la vie dans l'annexe, je ne sais pas si on voit très bien, mais au moins dans le PowerPoint, vous pourrez avoir une meilleure vision. On voit que vraiment la partie cachée se trouve ici, tout ce qui est l'annexe. On voit par exemple que la chambre de Anne Frank, elle est ici, donc elle est juste au-dessus justement des bureaux, les bureaux qui ne font pas partie de la cachette. Ce qui fait que quand le bureau est occupé, c'est-à-dire quand l'usine, enfin quand la partie est habitée et que les gens qui sont dedans ne savent pas qu'il y a des juifs cachés, ils ne doivent surtout pas faire de bruit, sinon ils risquent de se faire repérer et de se faire dénoncer. Alors, c'est assez petit, même les toilettes qui sont juste ici, ils ne peuvent pas les utiliser quand ils veulent, sinon, idem, ils peuvent se faire repérer, c'est très dangereux pour eux. Anne Frank, elle est enfermée dans sa chambre, elle va un petit peu dans le séjour de temps en temps, et quand elle veut vraiment s'échapper, elle va dans le grenier. Mais ça reste un endroit très, très petit, assez restreint pour 8 personnes. L'entrée, justement, elle est dissimulée, c'est-à-dire que si jamais il y a des nazis qui décident de venir pour fouiller, faire une fouille comme ils ont l'habitude de faire, il ne faut pas qu'ils puissent soupçonner qu'il y a une maison derrière. Donc, ils ont décidé de construire une bibliothèque qui était amovible pour pouvoir cacher l'entrée. Alors, il y a seulement 6 autres personnes qui connaissent l'annexe et qui aident les Frank et l'autre famille justement en leur fournissant à la fois de la nourriture, des vêtements et surtout un petit peu de compagnie parce qu'au bout d'un moment, 8 dans 50 mètres carrés l'un sur l'autre tout le temps, c'est très pénible. Ce sont ces personnes-là. La plus importante, c'est Miep. C'est celle dont Anne Frank parle le plus souvent, elle l'aime beaucoup et elle en parle avec beaucoup d'amitié. Les gens-là prennent vraiment des risques énormes, puisque aider des juifs ou cacher des juifs, à l'époque, vous encouriez la peine de mort, vous risquiez d'être déportés comme eux. Donc ils font ce qu'ils peuvent pour leur apporter vraiment le plus possible, mais c'est parfois très compliqué, puisqu'on est quand même en temps de guerre et qu'il n'y a pas forcément tout sous la main. Alors, je vous ai mis des photos de la vraie maison d'Anne Frank, puisque la maison d'Anne Frank se trouve toujours à Amsterdam et elle est toujours visitable. Là, on a par exemple la chambre d'Anne Frank. Il faut savoir que les fenêtres étaient toujours fermées parce qu'il ne fallait surtout pas qu'on puisse les voir de l'extérieur. Là, c'est la fameuse bibliothèque amovible pour pouvoir monter. Et ça, c'est la petite salle de bain qui devait donc tous se partager. Alors, ça c'est ce que je vous expliquais juste avant. Dans l'annexe, le silence, il est absolument obligatoire puisque les employés qui travaillent juste en dessous ne sont pas au courant de l'existence de la cachette. Pendant des jours, des heures de travail, c'est-à-dire, je ne sais pas moi par exemple, entre 8h30 et midi et demi, il ne fallait pas faire de bruit du tout jusqu'à ce que les employés aillent manger. Donc, tous les habitants de l'annexe sont obligés de se déplacer sur la pointe des pieds, de communiquer vraiment à voix basse, et quand il y a des visiteurs dans le bureau, bah, c'est encore pire, il ne faut plus du tout bouger quasiment pour ne pas se faire repérer. La journée type, alors là j'ai pas d'illustration, je suis désolée, la journée type d'Anne Frank, elle est assez compliquée finalement, parce que à 6h45 le réveil sonne, il se prépare vite avant l'arrivée justement des employés du dessous pour ne pas se faire repérer. À partir de 8h30, on ne peut plus faire couler de l'eau, ni tirer la chasse d'eau, ni parler au marché. À 9h, donc arrivée des employés, les occupants prennent le petit déjeuner, etc. Et eux, ils passent leur temps à lire, à étudier ou à vraiment chuchoter, discuter très très bas.
jusqu'à 12h30 où les salariés rentrent déjeuner chez eux. Là, ils peuvent faire du bruit, passer l'aspirateur, des choses comme ça. Ceux qui les aident viennent souvent leur rendre visite à ce moment-là. À partir de 13h45, elle en profite justement à ce moment-là, Anne, pour rédiger son journal ou par exemple pour étudier. Et enfin, à 17h30, les employés rentrent chez eux. Elles peuvent enfin écouter des stations de radio parce qu'on va leur apporter une petite radio. À partir de 21h, ils se succèdent tous aux toilettes pour se laver aussi au lavabo et se brosser les dents parce que pareil, quand vous êtes 8 avec une seule petite salle de bain, c'est compliqué. Et généralement, à 22h, c'est au lit. Donc très vite, fatalement, Anne s'ennuie. Nous, on le voit déjà, on est confinés avec Internet, la télé, des livres, etc. Et on peut faire du bruit et on s'ennuie. Pour une adolescente de 13 ans, c'est très compliqué à gérer. Donc, dans son journal, elle parle de toutes les façons qu'elle peut trouver pour passer le temps. Par exemple, faire des exercices sans bruit sur place, essayer des nouvelles coiffures, pratiquer diverses langues, attraper les puces sur le meuble. Ah oui, parce que la deuxième famille qui est arrivée, ils ont amené un chat avec eux. Elle l'a très mal pris parce qu'elle, son chat, elle a été obligée de l'abandonner. Regarder les voisins et les gens, mais seulement dans le noir, rêvasser, raconter des blagues et des devinettes, faire des exercices dans les manuels scolaires et tricoter. Elle essayait de garder justement un niveau scolaire normal parce qu'elle pensait qu'un jour elle retournerait à l'école et elle ne voulait pas avoir de retard. Donc elle était consciencieuse. Alors malheureusement, malheureusement, comme je vous ai dit, on est en temps de guerre. Et si au début les personnes qui rapatrient la faim, qui ravitaillent, on va dire, la famille dans la maison, leur amènent ce qu'ils peuvent, ça devient de plus en plus compliqué. On a ce qu'on appelle le rationnement, c'est-à-dire qu'on vous donnait un ticket de rationnement, et vous aviez le droit d'aller chercher, par exemple, pour une famille de 4 personnes, vous aviez le droit à tant d'œufs, tant de farine, tant de lait. Sauf que eux, vu qu'ils sont clandestins et cachés, ben, il n'y a rien qui est prévu pour eux. Quand on leur apporte quelque chose, on leur apporte sur nos propres réserves. Donc ils ont de moins en moins de choses. C'est ce que je vous dis, ils finissent par manger chaque jour la même chose, des épinards, des patates, de la laitue bouillie. Même les légumes pourris, ça devient un régal parce qu'ils commencent réellement à crever de faim. En plus de ça, c'est l'effet pervers quand on est enfermé. On a les deux familles qui commencent à se disputer. Il y a des tensions qui naissent. Anne Frank elle-même se dispute beaucoup avec sa sœur et énormément avec sa maman. Elle reste encore proche de son père, mais avec le reste, c'est très compliqué. Vu que c'est la plus jeune, c'est souvent elle qui est la plus malmenée. Hein. Elle a entre 13 et 15 ans et c'est très très compliqué pour elle. Il y a beaucoup de querelles. Et surtout, en mai 44, l'épicier qui fournit l'annexe, normalement justement en fruits et légumes, il est arrêté pour avoir caché 2 juifs. Il y a une récompense qui est offerte pour chaque juif livré. Et à partir de maintenant, les habitants de l'annexe ne vivent que dans une crainte, c'est d'être dénoncés, parce qu'évidemment on offre des récompenses, donc d'être dénoncés contre une récompense. Ils ont très très peur. Alors, on a un moment quand même d'espoir qui apparaît dans le journal, c'est que par la radio, ils apprennent le débarquement du 6 juin 1944. Donc, ils savent que les Alliés, les Américains, sont arrivés en France. Donc, ils reprennent espoir, ils se disent, ça y est, ça va bientôt être la fin de la guerre. Malheureusement, on va voir qu'elle n'aura pas le temps d'en arriver jusque-là. Car, le 1er août 1944, on sait que c'est la dernière fois que Anne Frank a écrit dans son journal. Au matin du 4 août 1944, des membres de la police hollandaise et de la Gestapo pénètrent dans la maison et fouillent le bâtiment. Tous les habitants de l'annexe sont arrêtés. Personne ne sait s'ils ont été trahis ou s'il s'agissait d'une fouille de routine. Alors, à ce moment-là, ils ne le savent pas. Aujourd'hui, on sait qu'ils ont été dénoncés, mais on ne sait pas encore exactement par qui. Donc, toute sa famille est évacuée, ainsi que l'autre famille, et ils sont dispatchés. Dispatchés où, justement? On les amène dans un premier temps à Westerbork. Alors Westerbork, c'est un camp aux Pays-Bas, puis après on les fait monter dans des trains, comme je l'ai montré juste avant, dans des trains pour animaux, et on les dispatche vers la Pologne, vers le camp de Auschwitz-Birkenau. Auschwitz-Birkenau qui est un camp à la fois de concentration et surtout d'extermination. Quand ils arrivent sur place, malheureusement, donc ils arrivent le 5 septembre 1944, la moitié des 1019 personnes à bord sont aussitôt envoyées soit à la mort, soit travailler. Et les 8 occupants sont séparés. De toute façon, quand vous sortiez d'un train qui arrivait dans les camps de la mort, on vous dispatchait. C'était d'un côté les hommes, d'un côté les femmes, d'un côté ceux qui allaient tout de suite au four crématoire et de l'autre ceux qui allaient travailler. Donc à ce moment-là, Anne Frank et sa sœur se retrouvent dans des conditions très compliquées. Elles ne sont pas envoyées à la mort tout de suite, mais elles vont devoir travailler. Alors, juste pour que vous puissiez repérer, d'abord elles sont envoyées dans le camp d'Auschwitz. Alors Auschwitz c'est en Pologne, ça se trouve ici. Et après elles vont être envoyées dans un deuxième camp de la mort qui s'appelle Bergen-Belsen, qui se trouve ici. Alors,
Anne, Edith et Margot, donc les deux sœurs et la mère, sont obligées de travailler 12 heures par jour. On les nourrit à peine, hein. Je vous ai mis là ici une petite ration, elles sont vraiment sous-nourries. Et elles doivent dormir dans des dortoirs qui sont surpeuplés. Alors, quand vous dormez comme ça, aligné, on est en Pologne, il fait froid, il y a de la vermine, il y a de la saleté, vous ne pouvez pas vous laver comme vous voulez. C'est très très compliqué. Fin octobre, novembre 44, Anne et Margot sont de nouveau déplacées, donc je vous ai dit à Bergen-Belsen. Edith, la maman, reste à Auschwitz où elle va décéder en janvier 1945 et les sœurs ensemble mais affamées sont très très affaiblies et elles, bien sûr, elles vont choper une maladie qui s'appelle le typhus qui est transmis par les poux et elles vont finir par en mourir. Donc Anne Frank meurt en 1945, elle a 15 ans. Donc la seule personne finalement de la famille et je dirais même de l'annexe, donc de la petite maison qui va survivre, c'est le père. Le père qui, quelques semaines plus tard, donc après la capitulation de l'Allemagne, va essayer de revenir à Amsterdam parce que lui, il a été séparé de sa femme et de ses filles, il espère encore pouvoir les retrouver et il espère qu'elles sont vivantes. Donc il retourne à l'annexe. Le problème, c'est qu'il apprend à ce moment-là que toute sa famille est décédée. Il y a une amie qui justement était restée sur place, qui a récupéré le journal d'Anne Frank et qui donne au père ce fameux journal. C'est là qu'il découvre du coup toutes les pensées de sa fille, y compris le fait qu'elle voulait devenir écrivain. Donc, il va justement faire en sorte de publier, puisque c'était le souhait de sa fille. À partir de 1947, c'est chose faite, et 70 ans plus tard, ça a été lu par des millions et des millions de personnes, partout dans le monde d'ailleurs, que ce soit aux États-Unis, en France, c'est vraiment un journal qui est devenu ultra célèbre. On sait qu'il a été traduit par exemple en 70 langues, et il y a des adaptations que vous pouvez d'ailleurs trouver sur YouTube, en espèces de films, ou même en BD, qui sont pas mal faites. Donc, aujourd'hui, on sait que le journal d'Anne Frank, ça a aidé pas mal de générations à comprendre l'impact de la guerre sur les êtres humains. Et surtout, quand vous étiez juif et que vous deviez vous cacher, ça vous montrait un petit peu l'envers de la guerre. Je vous ai mis ici justement la tombe d'Anne Frank et de Margot, qui est toujours pareil, un endroit finalement où les gens, un endroit de mémoire où les gens viennent se recueillir. Et voilà, en fait on est arrivé à la fin de la vidéo. Donc je vous donnerai en même temps un petit questionnaire à compléter avec le PowerPoint que vous aurez plus qu'à me renvoyer. Et puis je vous souhaite bon courage.